Ethan Brandon, fils d'un puissant milliardaire, menait une vie de luxe jusqu'au jour où, sans aucun avertissement, il perdit l'usage de ses jambes. Des dizaines de médecins échouèrent à expliquer cette paralysie soudaine. Son père, désespéré, finit par faire confiance à une société pharmaceutique privée pour un traitement expérimental. Rien ne fonctionna, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle gouvernante, Amélie Laurent, une femme discrète au regard calme, qui remarqua ce que tous les autres avaient ignoré. Sa présence silencieuse allait révéler une vérité enfouie sous le poids du mensonge, du silence et de la cupidité. Ce qu'elle découvrit allait non seulement changer le destin d'Ethan, mais aussi mettre au jour un secret plus sombre que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et surtout, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons le savoir. Guillaume Brandon avait autrefois été un homme puissant, admiré pour son succès et sa fortune. Il vivait dans une vaste villa à Saint-Cloud, près de Paris, avec son épouse Claire. Tout semblait parfait dans sa vie. Jusqu'à cette nuit tragique, où Claire donna naissance à leur premier et unique enfant, Ethan. Des complications pendant l'accouchement entraînèrent sa mort, et Guillaume se retrouva seul pour élever leur fils nouveau-né. À partir de ce jour-là, il ne fut plus jamais le même. Il cessa d'assister aux réunions, évita les mondanités et passa la plupart de son temps enfermé dans sa maison. La villa, autrefois pleine de vie, sombra dans un silence pesant. Le monde de Guillaume se réduisit à Ethan. Il aimait profondément son fils, mais la culpabilité de n'avoir pu sauver Claire ne le quittait jamais. Il se reprochait sans cesse de ne pas avoir su la protéger. Ce sentiment de faute le rendit froid et distant envers tout le monde. Il donna pourtant à Ethan tout ce que l'argent pouvait offrir, pensant que le confort matériel compenserait la perte immense qu'ils avaient subie. Mais au fond de lui, Guillaume savait que quelque chose s'était brisé pour toujours. Ethan grandit entouré de tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Des jouets hors de prix, des précepteurs particuliers, des voyages où qu'il le souhaite. Guillaume veillait à ce que rien ne manque à son fils, espérant ainsi réparer, d'une manière ou d'une autre, la blessure du passé. Mais lorsque l'enfant atteignit 6 ans, quelque chose d'étrange commença à se produire. Un matin, il dit à son père que ses jambes lui semblèrent bizarres. Guillaume pensa d'abord à un simple bleu ou à une crampe, mais la sensation d'engourdissement ne disparut pas. En quelques jours, Ethan eut de plus en plus de mal à marcher. Il trébuchait souvent, se plaignait de lourdeur dans les jambes. Guillaume fit venir leur médecin privé, qui prescrivit des examens et recommanda des spécialistes. D'autres médecins vinrent à leur tour, mais aucun ne put expliquer la cause. L'état d'Ethan empirait. En quelques semaines, il ne put plus se lever. Il se retrouva cloué dans un fauteuil roulant, sans qu'aucun diagnostic ne soit posé. Guillaume était terrifié. Voir son fils souffrir sans réponse réveillait la douleur ancienne de la perte de Claire. Il se sentait à nouveau impuissant, désespéré, prêt à tout tenter. Il contacta des hôpitaux, des chercheurs, des experts en Europe et à l'étranger. Il lut des études médicales jour et nuit, prit l'avion pour rencontrer des professeurs renommés, mais rien ne changea. Puis, l'un de ses contacts lui parla d'une société appelée MediLife, basée à La Défense, qui travaillait sur un traitement expérimental prometteur pour des cas d'atteinte nerveuse inexpliquée chez les enfants. C'était risqué, non approuvé, mais c'était l'unique espoir qui lui restait. Guillaume contacta immédiatement l'entreprise. La réponse fut rapide. MediLife proposa de commencer le traitement sans délai. Ils l'avertirent que la procédure était expérimentale et comportait des risques. Guillaume n'hésita pas une seconde. Il signa tous les documents nécessaires et laissa les médecins de MediLife commencer le protocole sur son fils. Il croyait, sincèrement,
que c'était la dernière chance de le sauver. Le traitement débuta aussitôt. Guillaume retrouva l'espoir. Chaque jour, il observait Ethan, cherchant le moindre signe d'amélioration. Mais cet espoir ne dura pas. Au fil des mois, la situation s'aggrava. Au lieu de guérir, Ethan devint plus faible. Ses bras commencèrent à se raidir. Il se fatiguait vite et parlait à peine. Guillaume contacta MediLife à plusieurs reprises, exigeant des explications, mais les réponses restaient floues. On lui disait d'être patient, que le processus demandait du temps, que les effets secondaires étaient normaux. Mais Guillaume voyait la vérité de ses propres yeux. Son fils lui échappait. La culpabilité et l'impuissance revinrent, plus fortes que jamais. La villa, déjà silencieuse, devint glaciale et sans vie. Guillaume ne parlait presque plus à son personnel. Certains démissionnèrent, d'autres furent renvoyés. Les couloirs jadis animés n'étaient plus que des couloirs de silence. Même l'odeur du pain chaud et le bruit des pas avaient disparu. Guillaume passait ses journées auprès d'Ethan, observant sa faiblesse grandissante. Il commença à douter de tout, de ses choix, de sa confiance en MediLife et même du destin, se demandant s'il était condamné à perdre tout ce qu'il aimait. La demeure, symbole autrefois de richesse et de stabilité, ressemblait désormais à un tombeau. Guillaume ne quittait presque plus la chambre de son fils. Il avait cessé de travailler, ignorait les appels et les courriels d'affaires. Sa fortune demeurait intacte, mais cela n'avait plus aucune importance. Toute l'attention de Guillaume était tournée vers Ethan. Il dormait à peine, craignant qu'il n'arrive quelque chose à son fils pendant qu'il fermait les yeux. Souvent, il restait simplement assis près de son lit pendant des heures, se reprochant en silence d'avoir pris les mauvaises décisions. Il pensait sans cesse à Claire, à la manière dont il l'avait perdue, et maintenant à la manière dont il était en train de perdre leur fils à son tour. Les murs de la villa, autrefois remplis de portraits de famille et de chaleur, semblaient se refermer sur lui. Les médecins n'avaient plus aucune idée nouvelle. MediLife continuait d'affirmer qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, mais Guillaume n'y croyait plus. Il avait le sentiment d'avoir échangé la vie de son fils contre de faux espoirs. C'était la même impression que la nuit où Claire était morte. Impuissance, confusion, regret. À présent, il ne restait presque plus personne dans la maison. Le jardinier, les cuisiniers et les femmes de ménage étaient repartis. Seule une infirmière demeurait, mais même elle semblait prête à s'en aller. La demeure paraissait s'effondrer lentement, comme la famille qu'elle abritait. Guillaume passait ses journées dans le silence. Il ne prenait plus de vrais repas, oubliait parfois de se changer. Il n'avait plus rien du chef d'entreprise qu'il avait été, seulement l'apparence d'un homme épuisé, brisé, essayant désespérément de garder son enfant en vie. Ethan parlait à peine. Il ne pouvait presque plus bouger et avait besoin d'aide pour tout. Guillaume tentait de lui lire des histoires, de lui sourire, mais tout sonnait faux. Le lien entre père et fils existait toujours, mais il était imprégné de douleur et de tristesse. Chaque jour pesait davantage que le précédent. Guillaume ne savait plus combien de temps il pourrait tenir. Il se répétait qu'il devait rester fort pour Ethan, mais au fond, il sentait qu'il perdait déjà tout, encore une fois, comme lorsqu'il avait perdu Claire. Un matin d'hiver, Amélie Laurent arriva à la Villa Brandon. Une berline noire la déposa devant le portail. Elle gravit l'allée de gravier avec une seule valise à la main. Guillaume, lassé d'embaucher des aides-soignantes qui ne restaient jamais plus de quelques semaines, n'attendait plus grand-chose de personne. Toutes ces femmes avaient exécuté leurs tâches sans jamais créer le moindre lien avec son fils. Amélie était différente. Elle venait avec d'excellentes recommandations, mais ce qui avait retenu l'attention de Guillaume lors de l'entretien, c'était sa voix douce et son regard calme. Elle avait parlé peu d'elle-même, se contentant de dire qu'elle avait travaillé dans plusieurs maisons et qu'elle savait ce que signifiait un environnement difficile.
Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est qu'elle avait elle-même perdu un enfant, sa seule fille, lors de l'accouchement. Cette douleur ne l'avait jamais quittée. Dès son premier jour, la maison lui parut froide et silencieuse. Le personnel avait disparu, et l'air semblait lourd de chagrin. Elle aperçut Guillaume une seule fois. Il lui adressa un bref signe de tête avant de retourner dans son bureau. Cette demeure portait la tristesse jusque dans ses murs. En explorant les pièces, Amélie constata à quel point tout était vide. De la poussière s'accumulait dans les coins. Les meubles étaient ternis. Certaines chambres semblaient figées dans le passé. Elle trouva la cuisine, la nettoya, puis se prépara quelque chose de léger. Personne ne lui avait demandé de cuisiner, mais le silence lui était insupportable. Plus tard, elle monta doucement vers la chambre d'Ethan. Elle ne frappa pas, se contenta d'écouter à travers la porte. Aucun bruit ne venait de l'intérieur. Guillaume ne lui avait presque rien dit sur l'état de l'enfant, seulement qu'il était paralysé et qu'elle devait l'aider quand cela serait nécessaire. Elle regagna ensuite la petite chambre qu'on lui avait attribuée et commença à défaire ses affaires. Les heures passèrent lentement. En fin d'après-midi, elle croisa Guillaume dans le couloir. Il ne la regarda presque pas et continua son chemin sans un mot. Amélie n'en fut pas surprise. Elle connaissait ce comportement, ces gens qui enfouissaient leurs émotions pour ne pas affronter la douleur. Elle sentit que le père et le fils retenaient bien plus qu'ils ne pouvaient supporter. Au moment du dîner, elle tenta de demander si Ethan prendrait son repas. Guillaume répondit simplement qu'il ne mangeait jamais avec les autres, puis s'éloigna. Elle déposa tout de même un plateau devant la porte du garçon, sans savoir s'il y toucherait. La maison resta plongée dans ce silence particulier. Non pas un silence apaisant, mais un vide sonore. Cette nuit-là, Amélie ne parvint pas à dormir. Vers 22h, elle descendit le couloir. C'est alors qu'elle entendit un bruit faible, étouffé, provenant de la chambre d'Ethan. Elle s'arrêta, tendit l'oreille. C'était un sanglot discret. Amélie resta figée quelques secondes, puis s'approcha lentement. À travers la porte, une voix fragile, presque un murmure, se fit entendre. « Pourquoi mes jambes ne marchent plus ?» répétait-il, encore et encore. Le cœur d'Amélie se serra. Elle n'ouvrit pas la porte, de peur de l'effrayer. Mais à cet instant précis, quelque chose changea en elle. Elle comprit que cet enfant portait une douleur plus profonde que bien des adultes, et qu'elle ne pourrait pas rester simple spectatrice. Son cœur se serra. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle ne voulait ni l'effrayer, ni aggraver la situation. Mais à cet instant précis, quelque chose changea en elle. Elle comprit que cet enfant portait une douleur plus profonde que celle de bien des adultes. Le lendemain matin, Amélie se mit au travail très tôt. Elle nettoya les chambres proches de celles d'Ethan et rangea les couloirs. Personne ne le lui avait demandé, mais cela lui semblait juste. Elle alla ensuite vérifier le plateau qu'elle avait laissé devant la porte du garçon. La nourriture était presque intacte. Malgré tout, elle le rapporta à la cuisine et prépara quelque chose de plus simple. Amélie chercha de petites façons de tendre la main à Ethan, même sans lui parler directement. Elle laissa de l'eau fraîche dans sa chambre et posa une peluche sur son étagère. Plus tard, elle tenta de demander à Guillaume quelques détails sur la routine d'Ethan. Il répondit brièvement « Il ne sort jamais ». Puis, après une pause, « Il n'aime pas les visiteurs ». Chaque phrase sonnait comme un mur. Amélie comprit qu'il ne voulait pas poursuivre la conversation. Ce n'était pas de l'indifférence, mais la fatigue d'un homme qui se noyait dans sa propre culpabilité. Elle ne chercha pas à le forcer. Elle savait que même si Guillaume refusait l'aide, Ethan, lui, en avait besoin, même s'il n'était pas encore capable de le dire. Les jours suivants, Amélie travailla en silence. Elle n'essaya pas d'imposer le dialogue.
Elle préféra installer une forme de réconfort discret. Elle s'assura que la chambre d'Ethan soit toujours propre et bien chauffée. Elle apprit à connaître son rythme, les heures où il aimait se lever, se reposer, ce qu'il supportait ou non à table. Ethan ne lui parlait toujours pas, mais elle sentait qu'il la remarquait. Un jour, alors qu'elle passait devant la porte restée entr'ouverte, elle le vit la regarder depuis son lit. Il ne dit rien, mais ne détourna pas non plus les yeux. C'était suffisant pour elle. Elle observa aussi Guillaume, enfermé presque en permanence dans son bureau. Parfois, elle l'entendait marcher nerveusement ou hausser la voix au téléphone. L'atmosphère dans la villa semblait figée, comme si le temps s'était arrêté. Pourtant, Amélie croyait qu'il pouvait en être autrement. Elle n'était pas là seulement pour nettoyer ou servir les repas. Elle était venue pour aider, vraiment aider, non par devoir, mais parce qu'elle savait ce que signifiait la perte. Elle la reconnaissait dans les regards de Guillaume et d'Ethan. Une nuit, cela se reproduisit. Amélie venait de finir de plier le linge lorsqu'elle entendit de nouveaux sanglots étouffés provenant de la chambre du garçon. Cette fois, elle ne resta pas immobile. Elle frappa doucement et dit d'une voix calme : « C'est Amélie. Je suis juste là, derrière la porte, si tu as besoin de moi. » Le silence dura quelques secondes, puis une voix faible répondit : « Pourquoi mes jambes ne m'écoutent plus ?» La tristesse dans sa voix était déchirante. Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle resta simplement là pour qu'il sente qu'il n'était pas seul. Puis, doucement, elle murmura : « Je ne sais pas pourquoi, Ethan, mais je suis là. Je resterai avec toi. » Et elle le pensait. En prononçant ces mots, une résolution prit forme en elle. Elle ne traiterait plus ce poste comme un emploi ordinaire. Aider cet enfant à guérir, d'une manière ou d'une autre, deviendrait sa mission. Elle ne pouvait pas ramener sa propre fille, ni effacer la souffrance d'Ethan, mais elle pouvait rester à ses côtés. À partir de ce moment-là, elle décida qu'elle ne l'abandonnerait jamais. Au fil des semaines, Amélie s'habitua au rythme de la ville à Brandon. Les journées se ressemblaient de toutes, calmes, figées. Guillaume restait distant, enfermé dans son bureau, évitant tout contact visuel. Ethan demeurait reclus dans sa chambre, presque muet, presque immobile. Mais Amélie faisait preuve d'une patience infinie. Elle s'occupa de lui avec douceur, l'aidant à s'habiller, à se coiffer, veillant à ce qu'il mange au moins un peu. Un détail retint cependant son attention. Une injection quotidienne qu'Ethan recevait chaque matin à 9 heures précises. À cette heure-là, un coursier de MediLife arrivait toujours devant la grille. Il remettait une petite glacière médicale à Guillaume qui l'emportait directement dans la chambre d'Ethan. Personne d'autre n'avait le droit d'y toucher. Amélie demanda une fois ce que c'était. Guillaume répondit simplement : « C'est une partie de son traitement. » Elle n'insista pas, mais n'en perdit pas une miette. L'homme qui livrait portait toujours des gants noirs, ne disait presque rien et ne franchissait jamais le seuil de la maison. Cela lui parut étrange, mais personne ne semblait s'en inquiéter. Un matin, alors qu'Amélie aidait Ethan à enfiler ses chaussures, un geste devenu rituel, un incident se produisit. En bougeant la main, l'enfant heurta accidentellement un petit flacon en verre posé sur la table de chevet. Le flacon tomba et se brisa sur le parquet. Le liquide qu'il contenait se répandit rapidement, dégageant une odeur métallique et piquante qui emplit aussitôt la pièce. Amélie tira doucement Ethan en arrière pour l'éloigner des éclats, puis se pencha avec un mouchoir pour éponger la flaque. Mais dès que le tissu toucha le liquide, ses doigts se mirent à la brûler légèrement. Elle sursauta et laissa tomber le mouchoir. Sa peau la brûlait légèrement, comme si le liquide avait une réaction caustique. Amélie regarda Ethan, surprise et confuse. Le garçon avait blêmi, et des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Entre deux sanglots, il murmura : « C'est le médicament que le docteur me fait prendre,
Mais ça ne m'aide pas. À chaque fois, je me sens plus mal. Amélie se pencha pour observer les débris du flacon. Il n'y avait aucune étiquette médicale, seulement une petite vignette blanche avec un code, RXC17. Pas d'instruction, pas de nom d'entreprise, rien d'autre. Son esprit s'emballa. Comment un produit sans identité pouvait-il être injecté à un enfant? Elle demanda doucement. « Tu sais à quoi sert ce médicament, Ethan ?» Le garçon secoua la tête. « Ils ne me le disent jamais. Ils disent juste que je dois le prendre. » Amélie l'aida à se remettre sur son lit, puis sortit dans le couloir pour chercher de quoi nettoyer. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, le flacon brisé avait disparu. Elle n'avait entendu personne entrer, et Ethan assura qu'il n'avait pas bougé. La seule explication possible, c'est que quelqu'un était venu discrètement pendant qu'elle était sortie. Le couloir était vide. Un frisson glacial lui parcourut la poitrine. Quelqu'un les observait. Sans attendre, elle alla frapper à la porte du bureau de Guillaume. Lorsqu'il ouvrit, elle lui raconta ce qui s'était passé. Mais sa réaction ne fut pas celle qu'elle attendait. Au lieu de s'inquiéter, il se mit en colère. « Vous auriez dû m'appeler immédiatement, » lança-t-il. « Ce traitement est sensible. Vous ne comprenez pas comment il fonctionne. » Amélie essaya d'expliquer ce qu'Ethan lui avait confié, que le médicament le faisait souffrir au lieu de l'aider, mais Guillaume la coupa net. « Ce n'est pas à discuter. MediLife sait ce qu'ils font. Tenez-vous-en à votre rôle. Vous êtes ici pour l'assister, rien de plus. » Elle quitta le bureau, le cœur serré et l'esprit en ébullition. Quelque chose dans sa réaction sonnait faux. S'il s'agissait vraiment d'un traitement sûr, pourquoi tant de secrets? Pourquoi la colère au lieu de la préoccupation? Et surtout, pourquoi le flacon disparut si vite, sans un mot? Le lendemain matin, le coursier de MediLife revint comme toujours, à 9 heures précises. Amélie l'observa depuis la fenêtre. L'échange fut rapide, silencieux et toujours identique. L'homme remit la glacière à Guillaume, puis repartit aussitôt. Ce jour-là, Amélie décida de le suivre. Elle attendit quelques minutes, enfila son manteau et sortit. Elle ne s'approcha pas trop, juste assez pour distinguer la berline noire qu'il utilisait. Elle nota le numéro d'immatriculation, puis le regarda s'éloigner. Elle ne savait pas encore quoi faire de cette information, mais elle sentait qu'il fallait commencer à recueillir des indices. Plus tard, elle chercha sur Internet le code RXC17. Rien. Aucune référence médicale, aucun article, pas même une rumeur sur un forum scientifique. Comme si la substance n'existait pas officiellement. Alors, Amélie commença à tout consigner dans un carnet. Horaire, réaction d'Ethan, détails de chaque livraison. Elle se sentait seule, mais elle ne pouvait plus ignorer le pressentiment grandissant qu'un drame se jouait derrière ses murs. Le soir venu, en aidant Ethan à se préparer pour la nuit, elle s'assit à côté de lui et demanda d'une voix douce « Comment tu te sens après les piqûres ?» Ethan détourna le regard et resta silencieux un moment, puis dit « Ça fait mal après. Mon ventre me brûle. Mes bras deviennent lourds et je ne dors pas bien. »« Tu en as parlé à ton père ?» demanda-t-elle. « Il n'écoute pas, » répondit-il. « Il dit que si je ne prends pas le médicament, je ne guérirai jamais. » Amélie regarda autour d'elle. La pièce baignait dans une lumière faible et l'air sentait les produits chimiques. Elle comprit qu'elle s'était engagée dans quelque chose de bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était plus simplement une employée. Elle avait mis la main sur un secret dangereux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle repensait sans cesse au flacon disparu, à la brûlure sur sa peau et au visage effrayé du petit garçon. Pour la première fois, elle saisit pleinement que quelque chose de profondément anormal se passait dans cette maison et qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la chambre principale,
Amélie ouvrit le tiroir inférieur d'une ancienne commode. Le bois grinça, comme si le meuble n'avait pas été touché depuis des années. Sous une pile d'écharpes fanées et de vêtements pliés, elle découvrit un petit carnet en cuir. La couverture était usée, les bords des pages jaunies par le temps. En l'ouvrant, elle lut aussitôt un nom écrit d'une main soignée, Claire Brandon. Les mains d'Amélie se figèrent. Claire, l'épouse défunte de Guillaume, la mère d'Ethan, morte en couche. Par respect, elle hésita à continuer, mais quelque chose la poussa à lire. Elle s'assit sur le bord du lit et commença à parcourir les premières lignes du journal intime. Au début, les pages du journal étaient légères, presque joyeuses. Claire y parlait de son quotidien, des petits moments passés à décorer la chambre du bébé, de son impatience à devenir mère. Mais à mesure que les jours approchaient de la fin de la grossesse, le ton changeait. Elle écrivait qu'elle se sentait étrange, des engourdissements dans les jambes, des vertiges, des douleurs musculaires inhabituelles. Ces détails captèrent aussitôt toute l'attention d'Amélie. Claire décrivait comment les symptômes avaient décommencé doucement. Un matin, ses jambes lui semblaient faibles. Quelques jours plus tard, elle avait du mal à monter les escaliers. Puis vinrent la fatigue constante, sans raison apparente, les étourdissements qui l'empêchaient de rester debout trop longtemps, et parfois des tremblements dans les mains. Elle avait consulté plusieurs médecins, encore et encore, mais tous affirmaient que ses maux étaient normaux pendant une grossesse. D'après ses notes, on lui avait prescrit un complément spécial, censé renforcer son énergie et sa nutrition. Claire précisa que ce complément provenait d'un programme médical privé, associé à MediLife. Le souffle d'Amélie se coupa en lisant ce nom. Claire avait pris quelque chose, conçu par la même société qui injectait désormais son fils chaque matin. Le journal ne s'arrêtait pas là. Claire expliquait comment les flacons lui étaient livrés dans des boîtes anonymes, comment les médecins lui promettaient que le produit fortifierait à la fois son corps et celui de l'enfant. Mais les symptômes s'aggravèrent, et elle sentait bien que personne ne prenait ses inquiétudes au sérieux. Ce qui choqua Amélie, c'est que les signes décrits par Claire étaient presque identiques à ceux d'Ethan. Picotements dans les jambes, faiblesse, troubles musculaires. Claire avait même écrit une phrase qu'Amélie ne parvint pas à oublier, bien longtemps après avoir refermé le carnet. « Ils disent que j'imagine des choses, mais je sais que quelque chose ne va pas. » La dernière entrée datait d'un jour avant l'accouchement. Elle s'interrompait brusquement, au milieu d'une phrase, sans adieu, sans conclusion, comme si Claire n'avait pas eu le temps d'y revenir. Amélie resta assise, silencieuse, serrant le carnet contre elle. Son esprit tournait à toute allure. Si Claire avait été affectée par quelque chose lié à MediLife avant même la naissance d'Ethan, cela voulait dire que la maladie du garçon pouvait avoir commencé avant sa venue au monde. Cela changeait tout. Ce n'était pas une simple réaction médicamenteuse. C'était peut-être l'effet d'une cause bien plus profonde, dissimulée. Elle sut alors qu'elle devait montrer le journal à Guillaume, quoi qu'il en pense. Ce soir-là, Amélie prit son courage à deux mains et se dirigea vers le bureau. Guillaume était assis derrière son grand bureau en bois, l'air épuisé et absent. Elle frappa doucement et entra, tenant le carnet contre elle. « J'ai trouvé ceci en nettoyant la chambre, » dit-elle prudemment. Guillaume leva les yeux sans réel intérêt. Lorsqu'elle posa le carnet sur le bureau et l'ouvrit à l'une des dernières pages, son expression changea. Il fixa les lignes, mais ne lut pas. « C'est le journal de Claire », murmura Amélie. Elle y décrit les mêmes symptômes qu'Ethan aujourd'hui. Elle parle d'un complément fourni par MediLife. Guillaume referma le carnet d'un geste brusque. Sa voix, glaciale, coupa court à toute discussion. « Lire cela ne changera rien, dit-il. Elle est partie, et rien ne la ramènera. » Amélie tenta d'expliquer que ces écrits
pouvaient les aider à comprendre ce qui arrivait à Ethan. Mais Guillaume se leva et mit fin à la conversation. « Laissez tomber, dit-il fermement. Vous êtes ici pour veiller sur lui, pas pour remuer le passé. » Amélie ne se mit pas en colère. Elle voyait la douleur derrière ses mots durs, mais elle y distinguait aussi autre chose, la peur. Il ne voulait pas affronter ce que ce journal sous-entendait. Peut-être savait-il déjà une partie de la vérité. Peut-être la redoutait-il depuis des années. De retour dans sa chambre, Amélie rangea soigneusement le carnet dans un endroit sûr. Puis elle relut les dernières pages, encore et encore. Claire n'était pas morte soudainement. Son corps l'avait averti pendant des semaines, mais personne ne l'avait cru. Et maintenant, son fils subissait la même souffrance. Ce n'était pas une coïncidence. Amélie comprit qu'elle ne pourrait compter sur Guillaume. Son silence n'était pas seulement du chagrin, c'était du déni. Et ce déni était dangereux. Si elle voulait sauver Ethan, elle devrait chercher la vérité seule. Plus d'attente, plus d'espoir que quelqu'un d'autre agisse. Le lendemain à l'aube, elle se leva et commença à tout consigner. Elle recopia les dernières notes de Claire dans un cahier séparé. Elle dressa une chronologie des symptômes, des médicaments et des médecins mentionnés dans le journal. Chaque mot devenait une pièce du puzzle qu'elle devait désormais résoudre. Puis elle ajouta les détails de la routine médicale d'Ethan, ce qu'il recevait, à quelle heure et comment son corps réagissait. Peu à peu, tout commençait à dessiner un schéma, un lien invisible entre la mère et le fils, tissé par une suite de décisions médicales cachées. Amélie dressa aussi une liste de noms, espérant retrouver l'un des médecins mentionnés par Claire dans son journal. Si certains travaillaient encore pour MediLife, ils sauraient peut-être ce qu'était vraiment RxC17 ou ce que contenait le complément administré pendant la grossesse. Une urgence nouvelle l'envahissait. Ethan s'affaiblissait de jour en jour, et le temps jouait contre eux. Elle ignorait ce qu'elle allait découvrir, ni à quel point cela pouvait être dangereux, mais elle avait déjà pris sa décision. S'il n'y avait personne pour dévoiler la vérité, elle le ferait, quitte à agir seule. Un après-midi calme, alors qu'elle rangeait le salon, une voiture noire s'arrêta devant la villa. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu, en descendit et se dirigea vers la porte d'un pas assuré. Il avait cette prestance des gens habitués à donner des ordres. Guillaume l'accueillit à l'entrée et le fit entrer sans présenter l'homme à personne. Amélie, depuis le couloir, l'observa discrètement. Son sourire semblait forcé, ses mots trop calculés. « Docteur Grégoire Westermann », dit-il d'une voix calme, mais étrangement mielleuse. « Directeur clinique chez MediLife. J'ai apporté la nouvelle série. Cela devrait stabiliser l'état du garçon. » Il ouvrit une petite mallette métallique et remit à Guillaume plusieurs ampoules en verre transparent, identiques à celles qu'Amélie avait déjà vues. Elle fit semblant d'épousseter une étagère proche pour ne pas attirer l'attention. Le médecin s'approcha d'Ethan, posa une main sur son épaule, puis glissa discrètement quelque chose dans la poche latérale du fauteuil avant de repartir. Une fois le docteur parti, Amélie attendit que personne ne la voie, puis s'approcha du fauteuil d'Ethan. Son cœur battait plus vite. Elle glissa la main dans la poche et en sortit une petite ampoule, froide et lisse. Elle ressemblait exactement au flacon brisé qu'elle avait trouvé quelques jours plus tôt. Liquide clair, sans étiquette, sans notice, seulement ce verre glacé et anonyme. Ses doigts tremblaient. Était-ce un oubli ou un message délibérément laissé là? Pourquoi un médecin aurait-il besoin de cacher un médicament destiné à un enfant? Amélie enveloppa l'ampoule dans un mouchoir et la glissa dans la poche de son tablier. Une peur viscérale la saisit. Ce n'était plus une simple erreur de traitement, ni un manque de communication. Quelque chose de grave se tramait. Ethan, assis dans son fauteuil, ne semblait pas avoir remarqué ce qui venait de se passer. Amélie le regarda longuement,
Elle savait qu'elle ne pouvait plus garder le silence. Ce soir-là, en passant devant le couloir menant au bureau de Guillaume, elle remarqua la porte entrebâillée. Guillaume parlait au téléphone, la voix basse mais tendue. Amélie s'arrêta dans l'ombre, retenant son souffle. À l'autre bout de la ligne, elle reconnut la voix du docteur Westermann. Son ton n'avait plus rien de bienveillant. Il était sec, autoritaire, presque menaçant. Aucune erreur, Guillaume. Aucune discussion avec l'extérieur. Personne ne doit rien savoir de la formule. Pas même votre personnel. Le silence absolu fait partie de l'accord. Guillaume tenta de répondre, mais le médecin le coupa net. Vous avez déjà reçu bien plus de soutien que prévu. N'oubliez pas ce que vous risquez. La conversation se termina abruptement. Amélie resta figée, le cœur battant. Ce n'était pas une discussion médicale, c'était une menace voilée. Le docteur ne se souciait pas de la santé d'Ethan. Il ne pensait qu'à étouffer la vérité. Cette seule conversation changea tout. Le voile tomba. La maison n'était plus un lieu de soins, mais un lieu de secret. Le lendemain matin, Amélie redoubla de prudence. À partir de ce jour-là, elle observa tout. Elle commença à consigner chaque détail dans un petit carnet qu'elle cacha sous son lit. Les livraisons, les visites, les conversations entre Guillaume et les représentants de MediLife. Rien n'échappait à sa plume. Elle remarqua que les livraisons arrivaient désormais tous les 2 jours, au lieu d'une fois par semaine. Les ampoules, toujours identiques, sans marquage, n'étaient manipulées que par Guillaume. Elle tenta à nouveau de lui parler, de lui demander si le traitement avait changé. Il répondit vaguement, sans la regarder. Le docteur sait ce qu'il fait. Je fais confiance au processus. Mais Amélie, elle, n'avait plus confiance en rien. Elle voyait les bleus sur les bras d'Ethan, les cernes sous ses yeux, son corps affaibli. Chaque injection semblait le vider un peu plus. Personne d'autre ne s'en souciait, sauf elle. Elle savait maintenant qu'elle assistait, impuissante mais lucide, à quelque chose d'effroyable. Et si personne n'intervenait, elle le ferait, coûte que coûte. Chaque fois que le coursier arrivait, Amélie observait tout avec une attention méticuleuse. Elle notait l'heure exacte, le nombre d'ampoules livrées, et le temps que Guillaume passait à les manipuler avant de monter dans la chambre d'Ethan. La nuit, quand la maison dormait, elle fouillait parfois les poubelles à la recherche d'indices, boîtes, emballages, seringues usagées. Une fois, elle trouva un petit morceau de papier sur lequel figurait le même code qu'elle avait déjà vu. RX17. Toujours aucune indication, aucune notice, aucun logo d'entreprise. Quand elle demandait à Ethan comment il se sentait après chaque injection, il répondait toujours la même chose, d'une voix éteinte, sans émotion. Pire, Amélie se sentait impuissante, mais elle ne le montra pas. Elle faisait de son mieux pour le réconforter, tout en consignant chacune de ses observations dans son carnet secret. Peu à peu, elle commença à soupçonner que Guillaume lui-même n'était peut-être pas au courant de toute la vérité, qu'il obéissait aveuglément à MediLife par désespoir. Mais, même si c'était le cas, cela n'excusait rien. Ethan souffrait, et Amélie savait qu'elle ne pouvait plus le laisser affronter cela seule. Les jours passaient et sa peur se transforma en détermination. Elle comprenait désormais que quelque chose de très grave se tramait dans cette maison. Quelque chose mêlant médecine, secret et silence imposé par la peur. La visite du docteur Westermann lui avait ouvert les yeux, et l'ampoule cachée avait confirmé que le secret faisait partie intégrante du plan. Amélie décida qu'elle ne serait plus une simple gouvernante. Elle deviendrait une enquêtrice, une protectrice, quelqu'un qui ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas compris ce que MediLife faisait à Ethan et pourquoi. Chaque jour, elle observait davantage, écoutait plus attentivement et cachait ses notes avec encore plus de précaution. Elle savait qu'une seule erreur pourrait la faire renvoyer, ou pire. Mais elle savait aussi que si elle ne faisait rien, Ethan continuerait à dépérir. Depuis le jour où le docteur Westermann avait franchi le seuil de cette maison,
Amélie n'était plus la même. Elle n'était plus seulement méfiante, elle était certaine et prête à tout pour découvrir la vérité. L'état d'Ethan, lui, s'aggravait. Ce qui n'était d'abord qu'une faiblesse dans les jambes devint plus douloureux, plus terrifiant. Des crampes aiguës lui transpercèrent le dos et l'abdomen. Il pleurait parfois des heures durant, surtout la nuit. Ses bras se mettaient à trembler sans contrôle. Il lâchait les objets, parfois même sa tête tombait, incapable de se redresser. La fièvre allait et venait, surtout à l'aube. Amélie voyait ses draps trempés de sueur, ses petites mains crispées sur les couvertures à chaque vague de douleur. Guillaume, rongé par l'angoisse, continuait pourtant à croire au traitement de Medilife. Chaque fois qu'Ethan empirait, il appelait l'entreprise. Et chaque fois, la réponse était la même. Tout cela est normal. Le corps s'adapte. On lui disait même qu'il fallait augmenter les doses pour de meilleurs résultats. Guillaume acceptait, malgré le coût qui montait en flèche. Amélie savait que cette fortune servait à payer un traitement qui ne guérissait rien, sinon le désespoir des hommes qu'il vendait. Elle commença à suivre méthodiquement les symptômes d'Ethan dans son carnet. Très vite, elle remarqua un détail troublant. Chaque fois qu'une livraison était retardée, que le garçon passait un jour ou deux sans injection, son état s'améliorait légèrement. Il ne marchait toujours pas, mais la douleur diminuait. La fièvre disparaissait. Puis, dès que le traitement reprenait, les spasmes revenaient immédiatement. Cela s'était produit plusieurs fois. C'en était assez pour la convaincre. Le médicament n'était pas un remède, c'était la cause. Elle tenta d'en parler doucement à Guillaume. « J'ai remarqué qu'il semble aller un peu mieux quand… » Mais il l'interrompit. « Il a besoin de régularité. C'est ce que disent les médecins. » Amélie ne répondit rien. Elle savait qu'elle ne pouvait plus compter sur lui. Guillaume était aveuglé par l'espoir, consumé par la culpabilité. Alors, elle décida de veiller seule. Les nuits suivantes, elle resta éveillée tard, observant depuis la fenêtre le portail de la villa. Vers 23 heures, un soir, elle vit un camion blanc entrer par l'arrière. Ce n'était pas un véhicule médical. Aucune mention, aucun logo, seulement un camion banal, se glissant dans l'obscurité. Quand il ressortit, Amélie le suivit à pied sur une courte distance, sans s'approcher trop près. Elle prit soin de noter la plaque d'immatriculation avant qu'il disparaisse au bout de la route. Le lendemain, elle se rendit en ville et utilisa l'ordinateur d'une bibliothèque pour faire des recherches. Cela lui prit du temps, mais elle finit par trouver un lien. Le camion était enregistré au nom d'une société inconnue, Laboratoire Biophase. Aucune présence sur Internet, aucun site, aucune mention dans les journaux. Juste une trace administrative dans un registre légal. Et c'est là qu'Amélie découvrit un détail glaçant. Biophase était une filiale de Medilife. Son estomac se noua. Ce n'était plus un doute, c'était une certitude. Quelque chose de clandestin se cachait derrière les murs de cette entreprise. Et désormais, dans cette maison. Quelques rares articles de recherche et documents d'archives datant de plusieurs années évoquaient Biophase en lien avec des tests sur des êtres humains. L'un d'eux, particulièrement vague, mentionnait même une substance codée RX17, le même code que celui figurant sur les ampoules injectées à Ethan. Amélie resta pétrifiée. Ce n'était pas un simple médicament inefficace. C'était une expérimentation dissimulée, menée dans le secret. Les jours suivants, elle chercha à tout confirmer. Chaque nuit, elle chronométra les livraisons. Elle remarqua que toutes les caisses ne pénétraient pas dans la villa Brandon. Certaines étaient transférées dans de petites camionnettes stationnées à proximité, qui repartaient ensuite dans des directions différentes. Une fois, elle suivit l'une d'elles sur quelques rues avant de la perdre. En rentrant, elle fouilla plus profondément encore dans les traces de Biophase.
Elle finit par trouver un résumé de recherche, non public, conservé dans une base de données scientifiques. Le texte décrivait des essais d'un nouveau composé neurologique sur des enfants atteints de troubles musculaires. Aucun nom, aucune identité, mais des symptômes détaillés. Paralysie, spasmes, fièvre et détérioration des organes. Le rapport concluait que les résultats étaient non concluants et que les tests se poursuivaient. C'est à cet instant qu'Amélie comprit. Ethan n'était pas malade d'une maladie inconnue. Il était utilisé comme cobaye, sans consentement, pour un produit jamais autorisé. Et les effets secondaires n'en étaient pas. Ils étaient exactement ce que la substance provoquait. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle recopiait chaque ligne, chaque chiffre. Son carnet débordait désormais de dates, numéros de camion, noms d'entreprise, symptômes, réactions. Elle ignorait encore comment révéler tout cela au grand jour. Mais une chose était certaine. Ethan était devenu un sujet d'expérience. Les promesses de guérison n'étaient que des mensonges destinés à garder Guillaume docile et silencieux. Les sommes astronomiques qu'il payait n'étaient pas le prix d'un traitement, mais celui du silence. Amélie comprit alors que si elle affrontait directement Medilife, il la ferait taire, peut-être même disparaître. Elle savait comment ils agissaient, livraison anonyme, menaces voilées, médecins au sourire forcé, poison dissimulé dans le fauteuil d'un enfant. Mais cette fois, elle ne comptait ni fuir, ni se cacher. Elle commença à photographier les ampoules, à filmer les livraisons et à dupliquer toutes ses preuves. Elle ne les laisserait plus étouffer cette vérité. À présent, chaque fois qu'elle regardait Ethan, elle voyait plus qu'un enfant souffrant. Elle voyait le résultat d'un plan secret orchestré par une entreprise toute puissante. Le jour, elle continuait à agir normalement. Préparer les repas, nettoyer la maison, rester auprès du garçon. Mais en secret, elle préparait sa riposte. Elle cacha des copies de ses notes dans 3 endroits différents de la villa, au cas où quelqu'un essaierait de les détruire. Elle commença aussi à contacter anonymement des journalistes et d'anciens employés de Medilife. Chaque nuit, elle revérifiait ses informations, ajoutant de nouveaux détails. Sa peur s'était changée en résolution. Le miracle promis par Medilife n'était qu'un désastre contrôlé. Ethan n'était pas soigné. Il était délibérément détruit. Et maintenant qu'Amélie connaissait la vérité, elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas mis fin à tout cela. Elle avait mis le doigt sur le cœur du problème. RxC-17 n'était pas un traitement défaillant. C'était une expérimentation humaine. Et Ethan en était le centre. Amélie avait passé des jours à rassembler des preuves, à documenter tout ce qu'elle pouvait sur le traitement d'Ethan, les livraisons de Medilife et les liens avec Laboratoire Biophase. Son dossier contenait des dates, des symptômes, des photos et des noms. Après tout ce qu'elle avait appris, elle ne pouvait plus se taire. Cet après-midi-là, elle entra directement dans le bureau de Guillaume, un dossier sous le bras. Il était assis derrière son bureau, lisant des papiers, à peine attentif lorsqu'elle entra. « Nous devons parler », dit-elle d'une voix ferme. Elle posa le dossier devant lui et l'ouvrit. « Voici tout ce que j'ai trouvé. Votre fils n'est pas malade. On se sert de lui pour tester un médicament expérimental. » Guillaume fixa les documents un instant, puis les repoussa violemment. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, » dit-il, la voix déjà tendue. Amélie ne recula pas. Elle montra un document portant le code RxC-17, expliquant calmement comment les symptômes d'Ethan s'aggravaient après chaque dose. Et c'est là que Guillaume perdit le contrôle. Il lui cria dessus, l'accusa de vouloir de l'argent et lui ordonna de quitter la maison sur le champ. Amélie resta figée, bouleversée par sa réaction. Elle s'attendait à de la résistance, peut-être à de l'incrédulité, mais pas à une telle rage. Les mains de Guillaume tremblaient tandis qu'il montrait la porte du doigt. « Vous croyez que je ne me soucie pas de mon fils ?» hurla-t-il. « Vous venez dans ma maison pour m'accuser après tout ce que j'ai fait. »
Amélie tenta de le calmer, mais il refusa de l'écouter. Il répéta qu'elle était renvoyée, qu'elle n'avait aucun droit d'enquêter sur quoi que ce soit. « Je vous faisais confiance », dit-il d'une voix brisée. « Sortez d'ici avant que j'appelle la police. » Le cœur battant, Amélie quitta le bureau. Elle courut directement jusqu'à la chambre d'Ethan. Le garçon respirait vite, le visage rougi par la fièvre. Puis soudain, son corps se raidit. Il fut pris de convulsions violentes. Sans réfléchir, Amélie le couvrit d'une couverture et le porta jusque dans le jardin, espérant que l'air frais l'aiderait. Elle le déposa délicatement sur un banc, lui tenant la main et lui murmurant qu'il allait s'en sortir. Alors qu'elle essayait de l'aider à respirer, elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit le docteur Grégoire Westermann près de la haie, vêtu du même costume bleu impeccable. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient durs comme la pierre. « Vous avez déjà causé assez de problèmes, » dit-il d'une voix glaciale. « Remettez-moi ce que vous avez pris. » Amélie se plaça devant Ethan, faisant barrage de son propre corps. « Je ne vous donnerai rien, » répondit-elle fermement. Westermann fit un pas de plus, glissant la main à l'intérieur de sa veste. C'est alors qu'elle vit l'arme. Son corps se figea, mais elle ne bougea pas. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes engagé, » poursuivit-il. « Rendez-moi ces dossiers et nous oublierons tout. » Amélie refusa une seconde fois, plus fort cette fois. Avant que le médecin ne puisse proférer une autre menace, une voix retentit depuis la terrasse. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» C'était Guillaume. Il se tenait là, immobile, observant la scène. Westermann se retourna, surpris, pris de panique. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » dit-il rapidement. Mais c'était trop tard. Guillaume avait tout entendu. Dans sa précipitation à s'enfuir, le docteur fit tomber le dossier qu'il portait sous le bras. Il s'ouvrit sur le gravier du jardin, laissant apparaître un logo MediLife. Guillaume s'approcha, le ramassa et feuilleta les premières pages. Son visage devint livide. Les documents étaient des rapports internes confidentiels. Ils révélaient toute la vérité sur RX-17. La substance avait été conçue pour provoquer une paralysie temporaire chez de jeunes patients, créant ainsi une dépendance forcée à d'autres médicaments. Le but n'était pas de guérir, mais de prolonger le traitement à vie, assurant des profits constants. Guillaume resta pétrifié. Les doses, les effets secondaires, même le nom d'Ethan figurait sur la liste des enfants cobayes. Ses mains tremblaient quand il laissa tomber le dossier au sol. Il avait payé pour chaque flacon, fait confiance à MediLife et réalisait maintenant qu'il avait, sans le savoir, permis tout cela. Il demeura silencieux de longues secondes, le regard vide. Amélie s'approcha doucement. « Je vous l'avais dit », murmura-t-elle. Guillaume ne répondit pas. Il regarda Ethan, endormi dans la couverture sur le banc, puis baissa les yeux vers les papiers éparpillés. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était basse, brisée. « Je leur ai tout donné. Je croyais le sauver. » Amélie hocha la tête. « On vous a menti, mais il n'est pas trop tard pour réparer. » Guillaume leva les yeux vers elle, puis vers la maison. Le docteur Westermann avait disparu dans la nuit, mais il avait laissé derrière lui la preuve irréfutable. Guillaume ramassa le dossier et le serra contre lui. Pour la première fois depuis des mois, son visage changea. La colère s'était éteinte, remplacée par la culpabilité et une détermination nouvelle. Il ignorait encore ce qui les attendait, mais il savait ce qu'il devait faire. Il avait contribué à ce désastre, et il devait maintenant le réparer. Ils rentrèrent lentement dans la maison, Amélie portant Ethan, Guillaume juste derrière. Personne ne parla. La nuit semblait plus lourde qu'avant, non plus à cause du doute, mais à cause de la vérité. Guillaume ne défendit plus MediLife, il ne contesta plus rien. Au contraire,
il demanda à Amélie de lui montrer tout ce qu'elle avait rassemblé. Pour la première fois, ils étaient du même côté. Amélie étala ses notes, ses photos, ses preuves. Guillaume les observa longuement, épuisé, vieilli, mais lucide. « Ils ont utilisé mon fils pour tester un poison », dit-il, d'une voix éteinte. « Et moi, je les y ai aidés. » Amélie posa une main sur son bras. « Alors, arrêtons-les. » Guillaume acquiesça lentement. Le mal était fait, mais la bataille commençait à peine. Le mal était fait, mais le combat n'était pas terminé. Les mensonges n'étaient plus cachés, et Guillaume Brandon était enfin prêt à affronter la vérité. Il resta éveillé toute la nuit, assis à son bureau, entouré du dossier de MediLife et des documents qu'Amélie avait rassemblés. La maison était plongée dans un silence total, mais son esprit, lui, hurlait. Il lut chaque page, ligne par ligne, incapable de s'arrêter. Plus il avançait, plus l'horreur grandissait. Le nom d'Ethan apparaissait plusieurs fois, accompagné de codes et de dates correspondant exactement à leur calendrier de traitement. D'autres enfants figuraient aussi dans les rapports. Certains souffraient de symptômes similaires, d'autres étaient notés comme non réactifs ou retirés de l'essai. Le langage des documents était glacial, purement clinique, dépourvu d'émotion. Ces enfants n'étaient même pas des patients pour MediLife. Ils étaient des sujets d'expérimentation. Guillaume découvrit des preuves de pots de fin versées à des médecins, de rapports falsifiés, de documents truqués envoyés aux familles. L'entreprise avait utilisé des parents fortunés comme financeurs involontaires, cachant sa cupidité derrière des promesses d'espoir. Une culpabilité écrasante le submergea. Il comprit qu'il avait financé la lente souffrance de son propre fils. Chaque signature, chaque virement, chaque silence. Il avait contribué à tout cela sans même s'en rendre compte. Lorsqu'Amélie entra dans le bureau à l'aube, elle le trouva toujours assis, les yeux rougis, entouré de feuilles éparpillées sur le bureau et le sol. Il leva les yeux vers elle sans rien dire. Il n'en avait pas besoin. Elle lut tout sur son visage, la douleur, la honte, la lucidité. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Un long silence les enveloppa. Puis Guillaume parla enfin, d'une voix brisée. « Ils se sont servis de mon fils, et je les ai laissés faire. » Amélie posa doucement une main sur son épaule. « Ce n'est pas votre faute, » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « J'étais tellement désespéré de réparer ce que j'avais perdu. Je n'ai pas voulu voir ce qu'il faisait. » C'est alors qu'Amélie, après des semaines à se taire, décida de lui révéler sa propre histoire. Des années plus tôt, sa fille unique était morte après avoir reçu un médicament expérimental dans un hôpital public. Ce médicament avait plus tard été rattaché à MediLife. Elle n'avait pas fait le lien avant de voir le nom réapparaître dans cette maison. Guillaume la regarda, stupéfait. « Vous saviez donc déjà de quoi ils étaient capables ?» demanda-t-il. Amélie hocha lentement la tête. Pas tout, mais assez pour en avoir peur. Un nouveau silence pesa dans la pièce. Leurs pertes respectives les relièrent d'une manière que les mots ne pouvaient exprimer. L'un riche, l'autre pauvre, tous deux brisés par les mêmes mensonges. Ce n'était plus une coïncidence. Peut-être que le destin les avait réunis pour dévoiler la vérité. Guillaume finit par craquer. Il pleura, pas fort mais profondément, longtemps. Amélie resta à ses côtés, lui tenant la main, le laissant libérer des années de douleur enfouies. Quand les sanglots cessèrent, il releva les yeux et dit « Nous devons les arrêter. Nous devons rendre tout cela public. » Amélie acquiesça. Ils commencèrent à élaborer un plan, copier les dossiers, contacter la presse, prévenir les autorités, mais ils ignoraient que le temps leur était compté et qu'ils étaient déjà surveillés. Plus tard dans la journée, alors qu'ils se préparaient à quitter la maison pour aller en ville,
Amélie décida de vérifier les caméras de sécurité. Depuis quelques jours, elle avait pris l'habitude de les consulter régulièrement, par précaution. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Les écrans étaient noirs. Aucune image, aucun signal. Elle tenta de relancer le système, en vain. Guillaume se précipita pour vérifier les serrures. Elles étaient toutes désactivées. « Ce n'est pas possible », souffla-t-il en inspectant chaque porte, chaque fenêtre. Tout ce qui assurait leur sécurité s'était arrêté au même moment. Ce ne pouvait pas être un hasard. Amélie alla voir le coffret électrique. Les câbles avaient été détériorés, non pas coupés proprement, mais arrachés, comme si quelqu'un s'était dépêché. Même les lumières du jardin, les détecteurs de mouvement, la ligne téléphonique, tout était mort. Guillaume tenta de garder son calme, mais l'évidence s'imposait. « Ce n'est pas une panne », dit-il d'une voix basse. « C'est un avertissement. Quelqu'un était venu, ou comptait revenir. » La peur s'installa. Guillaume ferma tous les rideaux et dit à Amélie de garder Ethan près d'elle. Il bloqua certaines portes avec des meubles, vérifia chaque issue. Il devait aller à la police, à la presse, à quiconque pourrait les aider, mais pour l'instant, ils étaient piégés. Et dehors, quelque part dans la nuit, leurs ennemis approchaient déjà. Amélie appela Ethan et le fit venir dans le salon, afin qu'ils puissent rester ensemble. Guillaume faisait les 100 pas, le regard inquiet, cherchant une issue. « Ils savent, » dit-il enfin d'une voix rauque. « Medilife sait qu'on va les dénoncer. » Amélie ne lui demanda pas comment il le savait. Elle le sentait, elle aussi. Le dossier, la confrontation dans le jardin, les données disparues, tout pointait vers une seule chose. Ils étaient surveillés. Tout allait bien tant qu'ils se taisaient. Mais depuis qu'ils avaient décidé de riposter, tout avait changé. Les caméras étaient éteintes, le système de sécurité hors service, et quelqu'un s'était arrangé pour qu'ils se sentent en danger dans leur propre maison. Amélie glissa la main dans sa poche et sentit la clé USB contenant les copies de secours. « Nous avons encore ce qu'il faut », murmura-t-elle. Guillaume la regarda, le visage mêlé de peur et de détermination. « Alors, il faut agir vite. » Mais avant qu'il ne puisse lui faire quoi que ce soit, des phares illuminèrent le salon à travers la grande fenêtre. Une voiture noire venait de s'arrêter dans l'allée. Pas le camion de livraison habituel. Une berline sombre, silencieuse, élégante. Le moteur s'éteignit. Personne n'en sortit d'abord. Guillaume recula du carreau et fit signe à Amélie de se baisser. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, puisque le système avait cessé de fonctionner. Amélie attrapa le fauteuil d'Ethan, pendant que Guillaume jetait un coup d'œil discret à travers le rideau. Quelques secondes passèrent, puis la portière s'ouvrit. Un homme sortit lentement, vêtu d'un long manteau sombre. Il marchait d'un pas mesuré, sûr de lui. On distinguait à peine son visage dans la pénombre, mais Guillaume reconnut la silhouette, la démarche. « C'est lui », dit-il à voix basse, « celui qui dirige tout. » Les mains d'Amélie se crispèrent sur le fauteuil. Ce n'était pas un simple émissaire. C'était l'homme derrière tout cela, et il était venu terminer ce qu'il avait commencé. À l'intérieur, le silence devint total. L'air semblait plus lourd, chaque bruit plus net. Le tic-tac d'une horloge, le grincement du parquet sous les pas de Guillaume. La poignée de la porte bougea légèrement, sans s'ouvrir. Ils avaient encore quelques secondes. « Que fait-on » demanda Amélie. Guillaume resta un instant immobile, puis répondit lentement. « On protège Ethan, et quoi qu'il arrive, on ne livre pas les preuves. » Amélie acquiesça. Elle serra la clé USB contre elle et la glissa profondément dans sa veste. Guillaume prit le dossier et le dissimula dans la cache sous l'escalier. Ils travaillèrent vite, puis se tinrent côte à côte, prêts. La vérité était enfin mise à nu, mais désormais,
elle avait un prix. Il comprenait que dénoncer Medilife ne serait pas une bataille juridique, mais une question de survie. Le lendemain à midi, une SUV noire s'arrêta devant la villa Brandon. Plusieurs hommes en costume sombre descendirent d'abord, inspectant les alentours avec méthode avant d'ouvrir la portière au dernier passager. Richard Lange sortit calmement. Costume gris de luxe, visage impassible. Sa simple présence fit monter la tension dans l'air. Guillaume l'attendait près de la porte d'entrée. Amélie, elle, resta en retrait dans le salon, gardant Ethan contre elle. Lang entra sans un mot, hocha brièvement la tête. « Parlons », dit-il d'un ton froid. Les deux hommes se rendirent dans le bureau, pendant que les gardes restèrent dehors. Amélie, inquiète mais décidée, s'approcha discrètement et se plaça derrière la porte entr'ouverte. À l'intérieur, la voix de Lang résonna, calme et tranchante. « Nous sommes prêts à vous offrir 20 millions d'euros, dit-il. En échange, vous signez un accord de confidentialité. Pas de police, pas de presse, pas de procès. » Guillaume resta muet. Lang s'inclina légèrement vers lui. « Acceptez, ou votre fils ne marchera plus jamais. » Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. Sans bouger, elle sortit lentement son téléphone, ouvrit l'application dictaphone, puis appuya sur le bouton de diffusion en direct vers un contact qu'elle avait prévenu, un journaliste de confiance. Dans le bureau, Lang poursuivait. « Vous ne comprenez pas l'ampleur de cette affaire, Guillaume. Ce n'est pas qu'une question d'enfant malade. Si vous parlez, tout s'effondre. » Guillaume serra les poings. « Vous avez expérimenté sur des enfants, » dit-il d'une voix tremblante. Lang ne nia pas. C'était nécessaire pour le progrès. Et votre argent a rendu tout cela possible. Ne jouez pas les victimes. Amélie savait qu'elle en avait assez entendu. Elle se recula doucement dans le couloir, envoya un message à son contact. Un seul mot. Envoie. À cet instant précis, Lang sortit du bureau et la vit. Son regard se posa immédiatement sur le téléphone qu'elle tenait encore. Comprenant ce qui venait de se passer, il se jeta sur elle, essayant d'arracher l'appareil. Amélie recula brusquement, criant « À l'aide !» Le cri brisa le silence du manoir. Le moment de vérité venait de commencer. L'un des gardes du corps fit un pas vers Amélie. Avant que la situation ne dégénère, une voix puissante retentit depuis l'entrée. « Police !» Plus un geste. Des agents armés envahirent la maison, armes levées. Lang se figea. Westerman, qui s'était introduit discrètement par l'arrière peu après son arrivée, tenta de s'enfuir, mais fut aussitôt plaqué au sol et menotté. Amélie recula, le souffle court, tandis que les policiers prenèrent le contrôle de la scène. Guillaume restait immobile, stupéfait. L'un des officiers expliqua qu'ils avaient reçu un enregistrement en direct montrant Lang offrant un pot de vin et menaçant la santé d'un enfant. Suffisamment de preuves pour émettre un mandat immédiat. Les policiers passèrent les menottes à Lang, lui lisant ses droits. Son masque de calme se fissura enfin. « Vous ne savez pas ce que vous faites », cria-t-il. Mais personne ne l'écouta. C'était fini. Les secrets de Medilife venaient d'être exposés. Les agents fouillèrent la maison, récupérant les fioles de RxC-17 et les documents cachés. Peu après, des secouristes arrivèrent et se précipitèrent auprès d'Ethan. L'un des médecins leva les yeux vers Amélie. Il y a peut-être un moyen de le sauver. Mais il faut agir vite. En quelques minutes, les analyses confirmèrent ce qu'Amélie craignait depuis des semaines. Le RxC-17 bloquait les signaux entre le cerveau et les muscles. Il ne détruisait pas les nerfs. Il les inhibait. Ce n'est pas irréversible, expliqua un docteur. Mais plus il reste dans l'organisme, plus il est difficile d'en inverser les effets. « Il existe un traitement ?» demanda Amélie. « Oui, un antidote.
Il n'a jamais été rendu public, mais nous avons trouvé sa trace dans la base de données interne de MediLife. Guillaume se tenait près d'Ethan, les yeux embués, tandis que l'équipe médicale préparait son transfert. « Nous l'emmenons à l'hôpital Necker », dit un ambulancier. « Il aura besoin de soins intensifs, mais s'il commence de vite, il a de réelles chances de récupération. » Pour la première fois depuis longtemps, Guillaume ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. Il se pencha, embrassa le front de son fils. Ethan, faible mais conscient, esquissa un petit sourire. Lorsque l'ambulance s'éloigna, les gyrophares disparaissant au bout de l'allée, Guillaume resta debout dans l'allée, immobile. À ses côtés, Amélie tenait encore son téléphone. La police venait d'arrêter Lang et Westerman. Des journalistes s'étaient déjà rassemblés devant les grilles. La vérité se propageait à toute vitesse. Guillaume tourna la tête vers elle. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas à le faire, » répondit-elle simplement. « Battez-vous pour lui, maintenant. »« Je le ferai, » dit-il d'une voix ferme. Ces mots signifiaient tout. Ce n'était pas une promesse à Amélie, mais à Ethan. C'est qu'il ne serait plus jamais laissé aux mains de menteurs, qu'il ne serait plus jamais traité comme un cobaye. Guillaume avait passé des années à fuir son passé, à tenter d'acheter la paix par le silence et l'argent. Désormais, il savait que la véritable force venait du courage, celui de faire face, même lorsque tout semblait perdu. De retour dans la villa, tout semblait changer. La maison, autrefois pleine de peur et de secrets, devenait enfin un lieu où une nouvelle vie pouvait commencer. Les systèmes de sécurité furent réactivés, les dossiers MediLife scellés et remis aux autorités. Amélie prépara quelques affaires d'Ethan pour l'hôpital, tandis que Guillaume traversait lentement chaque pièce, comme s'il les voyait pour la première fois. Il s'arrêta dans la chambre de son fils. Les jouets étaient toujours là. Le lit défait. Il s'assit, contempla le mur un long moment, puis se leva et regarda par la fenêtre. Le jardin, théâtre de tant d'événements, paraissait de nouveau paisible. Il sortit son téléphone, appela l'hôpital. « Donnez-moi des nouvelles toutes les heures, » dit-il à l'infirmière. « Ne le quittez pas des yeux. » Puis, en raccrochant, il murmura pour lui-même. « Cette fois, je me battrai pour toi, mon garçon. » Et pour la première fois, il le pensait vraiment. Quelques mois plus tard, depuis cette nuit où tout avait basculé, le temps avait lentement réparé ce que la peur avait détruit. Après des semaines de traitement, de thérapie quotidienne et de surveillance continue, Ethan allait mieux. L'antidote agissait progressivement. Son système nerveux retrouvait peu à peu le contrôle. Les médecins restèrent prudents. La route serait longue. Mais Guillaume ne quitta jamais son chevet. Amélie était là aussi, chaque jour, encourageant le garçon à chaque petit progrès. Et puis, un matin, un miracle discret se produisit. Alors qu'il tendait la main pour attraper un jouet tombé au sol, Ethan se redressa lentement et se tint debout. Ses jambes tremblaient, mais il ne tomba pas. Pour Guillaume et Amélie, ce moment valait plus que tout. C'était la preuve qu'après la souffrance, après la vérité et la peur, la vie pouvait recommencer. Guillaume, assis non loin, laissa tomber son journal et resta figé. Amélie porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. Ethan fit un pas, puis un autre. Ses jambes tremblaient, mais il continua. 3 pas entiers avant qu'Amélie ne le serre dans ses bras. Guillaume les rejoignit, les enveloppant tous deux dans son étreinte. « Tu l'as fait, Ethan, » murmura-t-il. « Tu l'as vraiment fait. » Ce moment marqua un tournant. Il ne s'agissait pas seulement de marcher, c'était reprendre sa vie en main. La nouvelle du scandale MediLife s'était répandue comme une traînée de poudre après l'arrestation de Lang. La vidéo enregistrée par Amélie était devenue la pièce maîtresse de l'enquête. Diffusée par toutes les chaînes, elle entraîna la découverte de contrats cachés,
de rapports falsifiés et de documents financiers reliant l'entreprise à des essais illégaux menés dans plusieurs pays. Des dizaines de familles vinrent témoigner, racontant des histoires semblables à celles des Brandon. Des enfants blessés par un traitement qu'on leur avait promis salvateur. Sous le poids des procès et des enquêtes gouvernementales, MediLife s'effondra. Par jugement, l'entreprise fut dissoute, ses avoirs gelés, et ses principaux dirigeants, le Dr Westerman et Richard Lange, furent incarcérés en attendant leur procès. Mais pour Guillaume, l'histoire ne s'arrêtait pas à la justice. Il voulait faire plus. Encouragé par Amélie, il consacra une grande partie de sa fortune à la création d'une fondation dont la mission était simple: soutenir et protéger les victimes d'expérimentations pharmaceutiques illégales. L'organisation offrait soins médicaux, aide juridique et accompagnement aux familles abandonnées par le système. Ce fut le legs qu'il choisit de laisser, pour Ethan et pour Claire. Amélie ne quitta plus leur côté. Elle n'était plus la femme de ménage qui nettoyait les chambres ou préparait le dîner. Elle était devenue membre de la famille à part entière. Ethan la voyait comme une seconde mère, et Guillaume lui faisait une confiance absolue. Ils partagèrent les repas, les décisions, les rires. Le manoir, autrefois figé dans le silence et la culpabilité, se transforma. La lumière pénétrait à nouveau dans les pièces fermées depuis des années. Les rires avaient remplacé l'écho du vide. Guillaume rouvrit les ailes de la maison qu'il avait condamnée dans son deuil. Avec Amélie, ils repeignirent la chambre d'Ethan en bleu clair, accrochèrent des dessins et laissèrent le garçon choisir la décoration du couloir. La vie retrouvait sa place. Guillaume se mit à écrire le récit de tout ce qu'ils avaient vécu, non pas pour l'argent, mais pour que personne n'oublie le prix du silence. Amélie, elle, organisait les événements de la fondation, racontant leur histoire avec courage. Ce qui avait commencé dans la douleur s'était transformé en quelque chose de fort, de vrai. Ils n'étaient maintenant plus seulement des survivants, ils étaient une famille reconstruite. Un matin d'août, les trois partirent ensemble au cimetière, où reposait Claire. C'était l'idée d'Ethan. Il avait demandé à aller la voir. Amélie l'aida à marcher les derniers mètres, soutenant doucement son pas. Guillaume, à ses côtés, tenait un petit bouquet de fleurs blanches. La pierre tombale était simple et élégante, entourée d'herbes fraîches. Ethan regarda la tombe un instant, puis se tourna vers Amélie et lui prit la main. « Maman, dit-il en désignant le ciel, l'ancienne maman t'a envoyé pour t'occuper de moi. » La gorge d'Amélie se serra. Elle s'accroupit et le serra contre elle. Guillaume, les observant, sentit les larmes couler sans chercher à les retenir. Il sourit à travers elle, laissant l'émotion l'envahir. C'était un moment plein de sens, non pas de tristesse, mais de paix. Claire était partie, mais son amour n'avait jamais disparu. À travers la douleur et le temps, sa mémoire avait aidé à reconstruire quelque chose de nouveau. Guillaume déposa les fleurs sur la pierre et murmura « Il va bien maintenant ». Les ombres du passé s'étaient dissipées. Les longs couloirs autrefois glacés respiraient à nouveau la vie. Le fauteuil roulant d'Ethan reposait dans un coin, inutile. Chaque jour, des jouets traînaient dans le salon. Des fleurs fraîches ornaient les rebords des fenêtres. Amélie cuisinait, tandis que Guillaume aidait Ethan à mettre la table. De la musique jouait, des rires résonnaient, la maison vivait à nouveau. Plus de secrets, plus de peur. La vérité avait apporté la douleur, mais aussi la guérison. Chaque semaine, la Fondation recevait des lettres de remerciement. Et chaque mois, de nouvelles familles trouvèrent de l'aide. Guillaume poursuivait son écriture. Amélie, désormais conférencière, inspirait d'autres victimes à parler. Ce qui avait autrefois semblé être une fin était devenu un commencement. La justice avait triomphé.
pas seulement devant les tribunaux, mais dans leur manière de vivre désormais. Et cela, aucune somme d'argent ni aucun silence ne pouvait l'effacer. Ce soir-là, Guillaume se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le jardin, le même endroit où, autrefois, il avait cru tout avoir perdu. Désormais, il y voyait la vie renaître. Ethan jouait tranquillement avec un ballon. Amélie lisait sur un banc. Il ouvrit la fenêtre et laissa entrer leur rire. Fermant les yeux, il inspira profondément. Ce qu'il ressentait n'était pas une illusion, c'était la paix, la vraie. Il avait commis des erreurs. Il s'était tu quand il aurait fallu parler. Mais aujourd'hui, il avait fait ce qu'il fallait. La vérité avait apporté la souffrance, mais aussi la liberté. Pas seulement pour le corps d'Ethan, mais pour leur cœur à tous. Le manoir, jadis symbole de douleur, était redevenu un foyer. Guillaume sourit doucement et murmura « C'est la vie que Claire aurait voulu. C'est notre nouvelle aube. » Puis, comme un narrateur s'adressant au monde, « Je suis heureux que vous soyez restés jusqu'ici. Merci d'avoir suivi notre histoire. Dites-nous ce que vous en avez pensé et ce qui vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.